France-Olivier Gisbert, bonsoir. Vous publiez Le Théâtre des Incapables chez Albin Michel. Vous revenez sur les moments forts de ce quinquennat de François Hollande à partir de vos éditoriaux dans Le Point. Et je dois avouer qu'on est cueilli par la première phrase de votre livre où vous dites « François Hollande aurait pu être un grand président, mais il ne l'a pas été. » Et vous dites pourquoi. Et là, l'explication est encore plus surprenante. Vous dites « Le problème de François Hollande, c'est qu'il avait une peur bleue de Martine Aubry, qui l'a hanté pendant tout ce quinquennat. » Vous citez le patron du Point qui dit « Hollande avait plus peur de Martine Aubry que de Daesh ». Alors expliquez-nous ce que ça veut dire là et en quoi ça a été le malheur de François Hollande. Il ne faut pas trop personnaliser. Mais la réalité des choses qu'on a complètement oubliées, et c'est la vérité, vous regardez les résultats des élections, c'est qu'il n'a pas la majorité. Oui, il y a apparemment une majorité de gauche. Mais dans cette gauche, il y a énormément de verts qui souvent sont complètement starbés, pas tous. Hein, starbés, pour vous, ça veut dire archéo-gauchistes. Ouais, parfois pire que ça encore, enfin, ils ont la tête à l'envers. Et puis, toute une partie des socialistes, qui d'ailleurs souvent étaient soutenus par Martine Aubry, qui avait dégommé des candidats hollandais, c'est-à-dire des gentils garçons qui essayaient d'étudier les problèmes, pour des sectaires idéologiques, etc. Et donc, comme vous regardez bien, il manque à Hollande au départ, peut-être, je dirais presque 20, 30, 40 députés. Et de toute façon, il y a 70 députés. En fait, ce sont les frondeurs de Martine Aubry qui lui ont pourri, entre guillemets, son mandat jusqu'au bout. Ah oui, c'est comme ça que vous voyez bien que la politique, c'est totalement amoral. C'est-à-dire, les gens qui l'ont pourri le mandat, c'est-à-dire Arnaud Montebourg et puis surtout, évidemment, Benoît Hamon, après, ils ramassent la mise. C'est complètement dingue quand vous y réfléchissez. C'est-à-dire, voilà, ils ont tout fait pour le faire échouer et après, ils prennent le parti. Enfin, ils essayent de prendre le parti parce que ça, c'est pas fait, à mon avis, parce qu'il faudra voir de près les résultats de Hamon et là, à mon avis, on va bien rigoler. Alors, vous parlez aussi de François Fillon, que vous décrivez, autre surprise, je vous cite, comme modeste et orgueilleux. Alors, orgueilleux peut-être, mais modeste, on a appris depuis François-Olivier Gisbert que François Fillon aimait bien, avait un certain goût pour l'argent, les jolies choses, les costumes de luxe. Ça a surpris tout le monde, y compris vous-même, vous ne connaissiez pas cette facette. Mais il y avait déjà l'affaire. Quand j'ai écrit ce mot de modeste, ça lui va très bien. C'est-à-dire, modeste et orgueilleux, c'est-à-dire qu'il a un truc que tout le monde n'a pas en politique et qui parfois aide. C'est ce qu'on appelle l'autodérision. Qu'avait Chirac, qu'avait Reagan, j'ai connu ça, Mitterrand, enfin, il y a des tas de gens qui ont ça. Et quand vous avez Hollande aussi, quand vous avez l'autodérision, vous êtes quand même toujours un peu plus fort. Et c'est une forme de modestie. Et c'est-à-dire, ce sont des gens qui ne sont pas vaniteux. Hein, vous savez, l'orgueil, c'est le contraire de la vanité. La vanité, c'est s'attribuer des qualités qu'on n'a pas forcément. Voilà. Et la modestie, souvent, ça va très bien avec l'orgueil. C'est-à-dire, on ne se sent pas forcément à la hauteur, mais on a une espèce de roc comme ça. Et donc, je trouve que ça s'applique encore aujourd'hui. Alors, ce qui est totalement inédit, en revanche, c'est que pour la première fois, ni la droite traditionnelle, c'est-à-dire les Républicains, ni le PS, ne risquent d'être qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Qu'est-ce qui se passe? Comment on est arrivé là? Alors, bon, je pense que les primaires ont joué un rôle extrêmement négatif. Hein, c'est-à-dire qu'on voit très bien sur des machines à perdre un peu, en tout cas en France. Ce n'était pas le cas pour le Parti socialiste en 2012, puisque François Hollande a gagné l'élection présidentielle. Mais cette fois-ci, elles ont porté plutôt les extrêmes. Je ne mettrais pas vraiment Fillon vers les extrêmes, encore que sa campagne était extrême. Parce que, bon, il se présentait aux primaires de la droite. Parce que Fillon, vous regardez bien son histoire, il a des pieds partout. Hein, il incarne toutes les droites, la droite démocrate chrétienne, la droite orléaniste. Il est opportuniste alors? Il n'a pas vraiment... Non, mais je pense que quand vous regardez son parcours, c'est quelqu'un d'ailleurs qui ressemble un peu à Mitterrand, toujours un peu dans la synthèse, vous voyez, c'est jamais... On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Ouais, là, en ce moment, il est en train de sortir de son ambiguïté, puisqu'il se césarise, si vous voulez, ou se bonapartise. Et puis de l'autre côté, le Parti socialiste, vous avez bien vu que c'est le plus extrémiste qui a gagné, c'est-à-dire Benoît Hamon. Et donc, après, quand il faut gagner l'élection présidentielle, ça, on a des candidats militants. Ça ne le fait pas. Ouais. Et vous avez eu le même phénomène aux États-Unis. C'est-à-dire une espèce de durcissement, vous savez ce qu'on appelait le Tea Party, c'est-à-dire qui tenait la droite du Parti républicain, et qui tuait les candidats modérés du Parti républicain, ou qui, dans le cas de Trump d'ailleurs, ont joué Trump et ont fini par gagner. Alors, vous parlez aussi, il y a une sorte d'autocritique sur le métier de journaliste, dont vous dites qui s'apparente désormais de plus en plus à une forme de lynchage. Et c'est vrai que les journalistes dans cette campagne sont vertement critiqués par plusieurs candidats. Je vous propose, et après je vous demanderai votre réaction, François-Olivier Gisbert, de regarder ce matin... Ça va vous étonner parce que je ne suis pas en phase avec tout le monde. Là. Alors, justement, ce matin encore, Jean-Luc Mélenchon, c'était sur Europe 1, mais d'abord on va écouter Marine Le Pen en début de semaine. Vous allez voir, elle est excédée
par une question d'un journaliste. On l'écoute. En 2015, Libération et Le Monde nous avaient appris que vous auriez, j'emploie le conditionnel, un autre compte Twitter que le vôtre, sous le nom de, pardonnez-moi d'essayer de terminer une question, Dan Lalane. Est-ce que vous pouvez... C'est inutile de soupirer, Mme Le Pen, c'est une question. On s'intéresse à votre personnalité. On est comme en campagne présidentielle. Oui, mais... Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Bienvenue. François Fillon. Non, je ne suis pas bienvenu après ce que je viens d'entendre et je tiens à protester contre la soi-disant analyse de M. Antonin André. Vous-même, sur les travailleurs détachés, vous disiez du travailleur détaché qui vole son pain aux travailleurs qui se trouvent sur place. Non, je n'ai pas dit ça. Alors, écoutez, si ça doit être mon procès ce matin, je m'en vais, c'est fini. Mais c'est pas un procès, Jean-Luc Mélenchon. Mais laissez-moi dire moi-même ma position. Si vous n'êtes pas obligé de faire une citation tronquée. C'est du show ou ils ont des raisons objectives quand même d'être mécontents du traitement que leur infligent les médias? Ils ont des raisons objectives. Nous, on a été une profession qui a été longtemps couchée, qui a tendance à se réveiller un peu. Souvent d'ailleurs sur des bases assez idéologiques, parce qu'on a une profession assez idéologique, il faut bien le dire, hélas. C'est-à-dire qu'il y a tendance au journalisme aujourd'hui, c'est plus trop l'enquête, c'est plutôt lui il est gentil, lui il est méchant. Hein. C'est ça se résume un peu à ça et on développe. Mais l'idée que les journalistes posent des questions un peu dures, moi je trouve ça bien. D'ailleurs, j'ai toujours fait ça toute ma vie. J'avais des modèles aux États-Unis qui étaient incroyables, les Mike Wallace et autres. Je ne sais pas si vous avez connu ces gens-là, mais c'était des bêtes furieuses et tout. Mais en échange, évidemment, et ça c'est le côté nunuche, gnangnan et un peu concon de la profession, c'est-à-dire on assomme et puis après, oh là là, surtout, surtout il ne faut pas répondre. Ben, on a en face de nous des hommes et des femmes, de chair et de sang, qui répondent. Et là, moi, quand Mélenchon, par exemple, ce que j'ai vu, j'ai entendu ce matin, c'est extrêmement... C'est drôle, et je veux dire, d'une certaine manière, justifié. Mais pourquoi il n'aurait pas le droit de répondre? Nous, on est... Enfin, je dirais que ce n'est pas le cas forcément de tous les journalistes, mais les journalistes, quand ils sont indépendants, qui posent des questions un peu agressives, c'est normal qu'ils en prennent plein la gueule. Moi, j'en ai pris... Mais il y en a qui en prennent plus plein la tronche. Vous savez, moi, Marine Le Pen en prend plus plein la tronche qu'Emmanuel Macron. Ça, c'est clair. Or, les deux sont au même niveau dans les sondages. Alors, est-ce que c'est normal et c'est sain? On voit très bien que ce que la presse a fait jusqu'à présent avec Marine Le Pen, le Front National auparavant, elle n'a réussi qu'à gonfler le Front. Donc évidemment, il faut avoir un traitement, à mon avis, un petit peu plus différent. C'est-à-dire pas l'assassinat comme ça systématique. De toute façon, ces gens-là, ils ont compris, ils retournent la situation. Mais simplement, nous, il faut qu'on accepte aussi ça. C'est-à-dire des réponses, voilà, on est dans l'arène, on pose des questions, et puis de temps en temps, vous savez, moi par exemple, j'ai été poursuivi par des hommes politiques importants qui voulaient ma tête, enfin, c'est dans tous les journaux, un président assez récent. J'ai toujours trouvé ça normal. Je n'ai pas fait de cadeau non plus, j'avais des analyses, d'ailleurs qui sont à vérifier, puisque je pensais qu'il ne gagnerait pas les primaires, ça s'est passé, et puis je pensais qu'il perdrait l'élection présidentielle de 2012, il a perdu aussi. Donc c'était des analyses, il ne supportait pas qu'on les formule. C'est très bien, il a essayé toujours de me faire virer de partout, et franchement, ça n'était pas un problème pour moi. Je veux dire, je trouve ça normal, si vous voulez. Ce que je veux dire, on est dans une démocratie, et le côté... moi, je trouve ça, il y a toute une école de la presse, on n'est pas on tacle, et d'ailleurs toujours souvent du point de vue de la gauche, puisque les journalistes sont souvent de gauche, pas toujours, mais souvent. Et puis, à l'arrivée, le type n'a pas le droit de répondre. Mais c'est bien qu'il réponde. C'est tout à fait normal, c'est sain, c'est la démocratie. Moi, je suis pour le débat, et je vais vous dire, une forme de journalisme qu'on a tendance à abandonner un peu, qu'on appelle le journalisme contradictoire. C'est-à-dire, il y a un point de vue, il y a un autre point de vue en face. Et si le journaliste a un point de vue, moi j'en ai sur plein de sujets, il est normal que l'autre vous défonce la gueule. Et Jean-Luc Mélenchon est un spécialiste, et moi il me fait toujours rire, et j'aime bien. Voilà. Voilà, toutes vos opinions et tout sur bien tranché et sur ce quinquennat de François Hollande dans le théâtre des incapables chez Albin Michel. Merci beaucoup, Olivier Gisbert. Tout de suite, c'est dans l'air. Bruce Toussaint qui revient sur les affaires qui ont envahi cette campagne présidentielle. Sommes-nous devenus plus exigeants en matière de transparence ou bien est-ce notre classe politique qui serait plus cupide, plus corrompue? C'est tout de suite, c'est dans l'air. Bruce Toussaint.